Bonjour et bienvenue sur maths-sub.fr. Dans cette vidéo consacrée à la méthodologie, nous allons examiner comment travailler un théorème. On trouve sur internet des sites essayant d'expliquer comment réussir en mathématiques. Un certain nombre de ces conseils relèvent du bon sens, à savoir se coucher tôt, écouter en classe, éteindre son smartphone, bien manger le matin. Alors ces conseils-là, je les mets de côté parce que vous les avez certainement déjà entendus 1000 fois de la part de vos parents, et puis si le fait de réussir ses études supérieures ne dépendait que de la quantité de céréales que vous mangez le matin, je pense que nous aurions déjà résolu le problème de l'échec à l'université. On trouve aussi des conseils émanant de professeurs qui nous expliquent que lorsqu'on fait des mathématiques après le bac, il est important de travailler son cours, de travailler les démonstrations, de chercher les exercices et de refaire les exercices. Ces conseils sont réellement pertinents, parce que lorsque l'on se dirige dans des voies où les mathématiques prennent de l'importance, comprendre ce que disent les mathématiques, comment elles sont conçues et comment en produire soi-même devient fondamental. Le problème, lorsqu'on est étudiant, et tout particulièrement quand on vient du lycée, c'est qu'est-ce que ça veut dire travailler son cours? Et comment on s'y prend pour travailler une démonstration? Et comment on démarre un exercice lorsqu'on n'a jamais vu de modèle auparavant? Dans cette vidéo, je vais traiter l'une de ces questions en vous proposant une méthode pour travailler vos démonstrations. Je n'ai pas encore décidé si je ferai des vidéos sur d'autres thèmes, on verra déjà si celle-ci est pertinente pour vous. Faites bien attention au fait qu'une méthode de travail est toujours quelque chose de personnel, donc ce que je vous propose ici peut très bien ne pas convenir à tout le monde et peut aussi ne pas être applicable en toutes circonstances. Donc ne transformez pas ce que je vais dire ici en les 10 commandements de la réussite post-bac, ce n'est pas ça du tout. Une méthode, ça s'appuie toujours sur des présupposés, à la fois en termes d'objectifs à atteindre, compréhension, mémorisation, de public, évidemment, on ne s'adresse pas de la même manière à un enfant de 3 ans et à un étudiant en mathématiques, et des présupposés aussi philosophiques. En effet, la façon dont l'enseignant conçoit sa discipline a un impact sur ses exigences et sa façon de la transmettre. Alors je vais préciser tous ces points. En ce qui nous concerne ici, l'enjeu, ça sera la compréhension et la restitution d'une démonstration. Et je pense qu'une fois qu'une démonstration est bien comprise, sa mémorisation en devient plus facile. Pour le public, je vise, comme pour l'ensemble de cette chaîne, les étudiants post-bac, mais sachez que je vais m'appuyer sur des connaissances acquises au lycée, donc des lycéens intéressés à la compréhension mathématique au-delà du simple bachotage pourront éventuellement essayer de suivre cette vidéo. Et enfin, mon approche philosophique est la suivante. Je considère que les mathématiques sont des constructions humaines, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des objets séparés, vivant dans un monde des idées, comme le pensait Platon, et comme le pensent encore pas mal de mathématiciens. Mais je pense au contraire que les mathématiques sont des concepts, et donc en tant que concepts, ils sont conçus par des cerveaux humains, et on doit être capable de transmettre les cheminements de pensée qui ont conduit à ces concepts. Et toute la méthodologie que je vous propose ici est basée sur cela. À partir d'une démonstration donnée, essayez de tirer les lignes qui ont conduit à cette démonstration. Maintenant, comment allons-nous procéder? D'abord, je considère qu'une méthode n'est pas très parlante si on l'expose hors sol. Donc nous allons partir d'un exemple que vous connaissez déjà, qui est la résolution d'équations polynomiales de degré 2. Je vais faire une analyse de la démonstration en 3 étapes. Analyse logique, analyse stratégique, puis analyse critique. Ensuite, je procéderai à un résumé de l'approche pour que vous ayez une vision un peu plus globale des choses. Puis, j'essaierai de vous donner quelques conseils au cas où vous n'arriveriez pas à faire ce travail. La démonstration sur laquelle nous allons nous pencher est celle d'un résultat que vous connaissez bien, qui concerne l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0, avec ABC3 réel et A non nul, qui dit que si le discriminant de cette équation, je vous rappelle le discriminant c'est b carré moins 4ac, si le discriminant est strictement positif, alors cette équation admet deux solutions qui sont moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Alors bien sûr, il existe d'autres situations pour le discriminant, il y a le cas delta est égal à 0 et delta strictement négatif, mais nous on va simplement se concentrer sur la situation delta strictement positif. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est vous donner une démonstration avec très peu de commentaires, comme on peut en trouver dans certains livres ou polycopiés de mathématiques. Puis, après, nous allons étudier cette démonstration un petit peu sèche pour la rendre vivante, plus intelligible, et vous aider également à la restituer.
Alors allons-y, faisons la démonstration de cette proposition. On part de l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0. On va factoriser par a, donc ça nous donne a, facteur de x au carré plus b sur ax plus c sur a égale à 0. Et ceci est possible car a est différent de 0, il n'y a pas de problème de division par 0. Ensuite, eh bien, on va simplifier par a, donc ça nous donne x carré plus b sur ax plus c sur a égale à 0. Donc on peut faire la simplification car a est non nul. Ensuite, on va faire apparaître un 2 ici, donc on a x carré plus 2b sur 2ax plus c sur a égale à 0. Et ici, on reconnaît le début d'un carré. Donc on peut transformer l'expression en x plus b sur 2a au carré moins b sur 2a au carré plus c sur a égale à 0. Ensuite, on va réécrire un petit peu l'expression qui est ici. Ça va nous donner x plus b sur 2a au carré moins b carré moins 4ac sur 4a carré est égal à 0. Et ici, vous voyez, on reconnaît le discriminant, le fameux delta. Alors ce delta, on va le réécrire, donc je continue la preuve ici. On va le réécrire, donc ceci c'est x plus b sur 2a au carré, moins racine de delta sur 2a le tout au carré, égale à 0. Donc ça c'est possible parce que delta est strictement positif. Et ici on reconnaît une identité remarquable, le fameux a carré moins b carré. Donc lorsqu'on factorise cette identité remarquable, on a x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a, facteur de x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a est égal à 0. Donc ça c'est identité remarquable. Maintenant, ce produit est nul, ça veut donc dire que soit cette parenthèse est nulle, soit cette parenthèse est nulle. Donc x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a est égal à 0, ou bien x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a est égal à 0. Et quand on réorganise ces équations, ceci nous donne x est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, ou bien x est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Et voyez, on vient de trouver les deux solutions annoncées dans la proposition. Alors ne vous inquiétez pas, si vous êtes un petit peu perdu, j'ai fait exprès de donner une démonstration un petit peu sèche avec très peu de commentaires. C'est l'analyse qui va venir tout de suite qui va vous aider à bien comprendre ce qui se passe là-dedans. Maintenant, nous allons passer à la première phase de travail de notre démonstration que j'appelle l'analyse logique de la démonstration. Ça va consister d'abord à regarder la structure globale logique de la démonstration, à savoir est-ce que c'est un raisonnement par l'absurde, un raisonnement par récurrence, etc. Et aussi à regarder ligne à ligne, si on comprend bien, toutes les transformations logiques qui sont effectuées à l'intérieur de la démonstration. On peut apparenter ce travail à celui d'un correcteur qui aurait un texte devant lui et qui regarderait mot à mot pour voir si chacun des mots est bien orthographié, si chacun des verbes est bien conjugué, sans avoir à comprendre l'intégralité du texte. Alors, pour faire ce travail, je vous recommande fortement de prendre un brouillon, parce que bien souvent, il y a des petites étapes de calcul qu'il faut vérifier à côté de la démonstration. Alors pour la structure globale, ici j'ai volontairement pris une démonstration assez simple en fait, puisqu'il n'y a que des transformations d'égalité à chaque fois. Donc on va aller directement sur le travail fin qui consiste à regarder chacune des étapes. Pour les premières étapes,
c'est assez simple. D'abord, on factorise. Donc vous voyez, en factorisant, il y a des divisions par A, donc il faut que A soit non nul. Ensuite, on simplifie par A. Pour faire la simplification, eh bien oui, il faudra que A soit non nul. Ensuite, ici, on fait apparaître un 2. Donc comment on le fait apparaître? Il faut diviser par 2. Et puis là, on commence à arriver dans les étapes un petit peu plus compliquées. Alors, ce passage ici, c'est quelque chose que vous avez vu au lycée qui s'appelle faire apparaître la forme canonique d'un polynôme de degré 2. Alors j'en vois plein qui paniquent, qui se disent « voilà là, j'ai oublié cette chose-là et je sais plus où j'ai mis mes vieux cours ». Alors vous inquiétez pas, je vais rappeler très rapidement ce que ça veut dire. Tout est basé sur l'identité remarquable suivante. Si vous regardez a plus b au carré, qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré, vous avez cette expression là, a carré plus 2ab, et j'avais une prof au lycée qui lui donnait le nom de début d'un carré, sous-entendu c'est le début du développement de a plus b au carré. Donc ce début d'un carré, vous pouvez l'exprimer en fonction des deux autres. Si vous mettez b carré de l'autre côté, vous avez a carré plus 2ab, qui peut s'écrire comme a plus b au carré moins b au carré. Et bien c'est exactement ce que l'on fait ici. Ici nous avons le début d'un carré. Si vous posez grand A égale petit x, grand B égale b sur 2a, et bien vous allez avoir que x au carré plus 2x b sur 2a, donc vous voyez c'est la même expression qui est ici, sauf que là vous voyez les deux sont permutés, hein, mais c'est la même chose. Et bien si vous appliquez la formule qui est ici, ça va vous donner x plus b sur 2a au carré, moins b sur 2a au carré. Et on tombe sur l'expression qui est ici, que l'on appelle la forme canonique du polynôme de degré 2. Maintenant, on va regarder les étapes qui suivent. Alors, pour passer de là à là, vous voyez, ça n'a pas bougé. Par contre, là, ça a été un petit peu transformé. Donc, il va falloir faire les petits calculs intermédiaires pour voir si on les comprend. Donc, on part de cette expression, moins b sur 2a au carré, plus c sur a, et on aimerait arriver à la fin à une seule fraction. Donc on transforme un peu ceci, ça fait moins b carré sur 4a carré, plus c sur a, et si on veut que tout ceci soit sous une même fraction, il va falloir mettre ça au même dénominateur que lui, et on peut le faire en le multipliant par 4a. Donc on va mettre 4a en haut et 4a en bas. Ce qui va nous donner moins b carré sur 4a carré, plus, donc on va avoir 4ac ici, sur 4a carré en bas, et on peut tout mettre au même dénominateur, donc moins b au carré, plus 4ac sur 4a carré. Alors on compare, on voit que là il y a un moins devant, donc on va factoriser par moins 1, donc moins, donc le moins passe devant, ça va faire un plus devant le b carré, et le moins ici, le plus va devenir moins, donc moins 4ac sur 4a carré. Et effectivement, on tombe bien sur la bonne expression. Donc ça c'est compris. Ensuite, ici effectivement on reconnaît bien le delta, et on veut passer de ceci à cela. Alors ça n'a toujours pas bougé. Par contre, ça a été transformé, en ceci. Et bien, si vous voyez, eh bien, on a mis cette expression au carré. Alors là encore, on peut le vérifier au brouillon. Au départ, on a delta sur 4a carré. 4a carré, effectivement, c'est la même chose que 2a au carré. Et le grand delta, bah oui, on peut l'écrire comme racine de delta au carré, puisque le carré tue la racine, donc c'est bien égal. Donc la transformation ici c'est bon, et on nous dit car delta est strictement positif. Alors il faut se poser quand même la question, pourquoi on a mis ça? Eh bien on a mis ça parce que ici on a une racine carrée, et la racine carrée n'est définie que pour des réels positifs. C'est donc pour ça qu'il y a ceci. Ensuite, le passage de ceci à cela, on nous dit que c'est une identité remarquable, et en effet, on reconnaît une expression du type a carré moins b carré. Alors je vous rappelle, a carré moins b carré, c'est en fait égal à a moins b facteur de a plus b. Donc si grand A c'est lui, si grand B c'est lui, et bien là nous avons bien a moins b, et là a plus b. Donc ça c'est bon. Ensuite ici on a un produit qui fait 0, donc si le produit fait 0 c'est que l'un des deux est nul, donc soit lui est nul,
soit lui est nul. Et enfin, pour passer de là à là, eh bien, il suffit de mettre ces morceaux de l'autre côté de l'égalité et ces morceaux de l'autre côté de l'égalité. Et nous venons ici de faire l'analyse logique pas à pas de notre démonstration. Si l'on s'en tient à la première phase de travail, il est difficile de dire que l'on a réellement compris cette démonstration, puisque finalement nous n'avons fait que constater des transformations logiques. Il faut donc faire un travail complémentaire que j'appelle l'analyse stratégique de la démonstration. Ce travail va consister à se mettre à la place de la personne qui a conçu cette démonstration pour en trouver ses intentions. Alors évidemment, il est difficile de se mettre à la place du cerveau de quelqu'un d'autre. Donc le résultat de ce travail est nécessairement un travail personnel. Pour cet exemple, j'ai autant que possible essayé de me mettre au niveau d'un étudiant de première année pour que vous puissiez bien suivre. Et puis en plus, c'est un résultat que vous avez déjà vu au lycée, donc j'espère que vous arriverez à comprendre le résultat de cette analyse stratégique. Pour faire l'analyse stratégique, je vous propose une technique que j'employais lorsque j'étais étudiant et que je continue d'ailleurs à employer dans certaines preuves, qui consiste à lire la preuve mais en partant de la fin et à procéder comme un promeneur en forêt qui aurait besoin de se souvenir du chemin retour. Alors lorsque vous avez un sentier qui va tout droit, il n'y a rien à retenir. Par contre, lorsque vous arrivez à une bifurcation, eh bien d'une part il va falloir se souvenir qu'il faudra se diriger dans la direction de cette bifurcation, et que à cette bifurcation, il faudra tourner dans telle direction. On va faire exactement la même chose en lisant cette preuve. Alors partons de la fin. Si on regarde l'étape qui va de là à là, vous voyez que c'est juste une réorganisation des calculs, donc on va considérer que c'est une ligne droite. Ensuite, pour passer de là à là, alors on a un produit qui fait 0, ça veut dire que soit lui est nul, soit lui est nul. Oui, donc on va considérer que c'est une ligne droite. Maintenant, le passage de là à là, eh bien, là, on va dire que c'est une bifurcation, parce que il a fallu reconnaître une identité remarquable, a carré moins b carré. Alors faisons une pause sur cette bifurcation, et disons-nous la chose suivante. En partant de cette équation-là, eh bien, on va se diriger vers une transformation du type a carré moins b carré. Alors remontons encore la preuve. Si on remonte d'un cran, le passage de là à là, eh bien oui, c'est qu'on se dirige vers le a carré moins b carré puisqu'on a transformé ceci en un carré. On remonte encore. Ceci, ça a été une mise au même dénominateur, et on a pris soin de bien conserver le moins parce que on se dirige vers le a carré moins b carré. Donc tout ceci va dans la même direction. Et puis on arrive ici, et ici on est sur une étape essentielle, qui est celle de faire apparaître le début d'un carré, qui va nous donner la fameuse forme canonique, comme on l'appelle dans le jargon des mathématiques. Donc, nouvelle bifurcation. On fait un point, on se dit, on part de cette équation-là, on va dans la direction de faire apparaître la forme canonique, le fameux a carré plus 2ab qu'on transforme, et à partir de là, on se dirige vers du a carré moins b carré. Alors maintenant, si on remonte encore un petit peu la preuve, donc le passage de là à là a consisté à faire apparaître le 2 pour avoir le fameux a carré plus 2ab, qui s'est transformé comme ceci. Ensuite, si on remonte encore, ici on a factorisé par a, puis simplifié. Et le fait de faire disparaître le a, bah oui, c'est effectivement dans le but de faire apparaître le fameux a carré plus 2ab. Enfin ici ça sera x carré plus 2 machin x plus etc. Donc le fait d'évacuer le a, c'est justement pour aller dans cette direction-là, du x carré plus 2b sur 2a, x, etc., qui va donner le début d'un carré. Et maintenant, eh bien, nous avons l'ossature de la preuve. On part de cette équation-là, on va faire apparaître le début d'un carré, pour avoir la forme canonique, et quand on a la forme canonique, on se dirige vers une expression du type a carré moins b carré. Nous venons de faire l'analyse stratégique de la preuve. Maintenant que nous avons établi une stratégie de la démonstration, il faut s'assurer que celle-ci nous permet de reconstituer l'intégralité de la démonstration. Donc c'est ce que nous allons faire ici, nous allons reprendre la démonstration mais en suivant la feuille de route que l'on a établie, à savoir faire apparaître le début d'un carré, a carré plus 2ab, puis transformer l'expression obtenue en quelque chose qui ressemble en a carré moins b carré.
Alors partons de notre égalité, ax carré plus bx plus c, et voyons ce qui pourrait donner du a carré plus 2ab. Alors on voit que le x carré pourrait jouer ce rôle, mais il y a le a qui nous gêne devant, donc on va le factoriser et le simplifier, ce qui nous donne x au carré plus b sur a x plus c sur a égale à 0. Et ceci est possible car a est non nul, donc il n'y a pas de problème de division par 0. Ensuite, ici, pour que ça ressemble à 2ab, il nous manque un 2, donc on va le faire apparaître, 2 et 2. Et on a le début d'un carré. Grand A, ça sera petit x, et grand B, eh bien ça sera b sur 2a. On applique donc la formule, x plus b sur 2a au carré, moins b sur 2a au carré, plus c sur a, égale à 0. Maintenant, on se dirige vers la deuxième étape, faire apparaître a carré moins b carré. Alors on a déjà le a carré ici, donc on se dit qu'il suffirait de transformer ceci en un carré également, en préservant le moins devant. Donc on va mettre au même dénominateur, en gardant le moins devant. Ça nous donne x plus b sur 2a au carré. Alors ici, je passe les étapes intermédiaires, ça nous donne b carré moins 4ac sur 4a carré égale à 0. Et on reconnaît ici delta. Maintenant, on aimerait que ceci ait la forme d'un carré. Alors il faut se souvenir que delta, on peut l'écrire comme racine de delta au carré, et que 4a carré, eh bien, c'est en fait le carré de 2a. Donc ceci peut se réécrire en x plus b sur 2a au carré, moins racine de delta sur 2a au carré égale à 0. Et on a réussi à atteindre cette étape. Alors petite remarque quand même, comme on a écrit racine de delta, il faudrait que delta soit positif. Or c'est le cas par hypothèse, donc on va le rajouter, car delta positif. Maintenant on utilise notre identité remarquable, a carré moins b carré c'est a moins b facteur de a plus b. Donc a moins b ici ça va faire x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a. Et x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a égale à 0. Un produit est nul si et seulement si eh bien l'un des deux est nul. Donc soit la première parenthèse est nulle, ce qui nous donne ceci, soit c'est la deuxième parenthèse qui est nulle. Et ça nous donne cela. On réorganise ces deux équations et on tombe sur x est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, où x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et on vient de retrouver notre démonstration en suivant notre feuille de route. Nous passons maintenant à la troisième phase de travail de notre démonstration que j'appelle l'analyse critique de la démonstration. Alors, cette analyse consiste en fait à se poser des questions, du genre, ne peut-on pas démontrer ceci autrement, faire plus court par exemple, ou utiliser un autre processus de démonstration. Et puis aussi à critiquer les hypothèses. Qu'est-ce qui se passe si je change les hypothèses, si j'enlève des conditions spécifiques? Alors pour cet exemple, je ne ferai que l'analyse critique des hypothèses. D'une part pour des raisons de concision, et puis d'autre part aussi parce que c'est, me semble-t-il, le point le plus important. C'est cette analyse qui va nous permettre d'évaluer la pertinence des hypothèses, et aussi d'ouvrir le champ sur d'autres résultats si on lève ces hypothèses. Commençons par regarder la condition A différente de 0. Alors on l'a vu, cette condition intervenait très vite dans la démonstration, puisque l'on commençait par factoriser par A, ce qui introduisait des divisions par A. Donc il ne faudrait pas que A fasse 0. Mais on pourrait se dire, ne pourrait-on pas construire une autre démonstration qui évite par exemple cette factorisation et intègre le cas de figure A est égal à 0. Alors regardons ce qui se passe dans notre équation lorsque l'on pose A égale à 0. Alors le terme qui est ici va disparaître, puisque ça va faire 0, et il va nous rester l'équation bx plus c égale à 0.
Or, en faisant ça, nous avons changé notre cadre d'étude puisque cette fois-ci, nous allons résoudre une équation de degré 1. Et cette transformation-là n'est pas très pertinente parce que notre proposition, elle, s'intéresse à la résolution d'équations de degré 2. Par conséquent, il est important de préserver la condition A non nulle pour rester dans le cadre d'étude de la résolution d'équations de degré 2. Maintenant, examinons l'hypothèse delta strictement positif. Alors rappelez-vous, au cours de la démonstration, on a utilisé cette condition pour transformer l'expression qui est ici sous forme d'un carré en utilisant le fait que si delta est strictement positif, il est possible d'écrire delta comme racine de delta au carré. Maintenant, on peut se dire, mais cette manipulation qui est ici, on peut très bien la faire également pour delta est égal à 0. En effet, si delta est égal à 0, je peux très bien écrire que 0 est égal à racine de 0 au carré. Donc, a priori, je dois pouvoir poursuivre la démonstration qui se trouve ici. Eh bien, faisons-le. Supposons que delta est égal à 0. Donc, l'expression qui est ici va faire 0, si bien qu'il va me rester x plus b sur 2a au carré égale à 0. Alors on poursuit la preuve, ça nous donne donc que x plus b sur 2a vaut 0, ce qui nous donne que x est égal à moins b sur 2a. Et en faisant cette petite analyse d'hypothèse, eh bien vous vous rendez compte qu'on a retrouvé un résultat que vous connaissez du lycée qui dit que si le discriminant est nul, eh bien il n'y aura qu'une seule solution qui sera moins b sur 2a. Alors poursuivons encore cette analyse d'hypothèse. Et supposons cette fois-ci que delta est strictement négatif. Alors sous cette condition-là, on se rend compte qu'on ne peut plus faire la manipulation qui se trouve ici, parce qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Donc toute la preuve qui se trouve ici, eh bien, ne tient plus. Donc notre preuve va s'arrêter ici. Alors je vais reprendre l'expression qui est ici, et on va essayer de la comprendre. X plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré égale 0. Alors ici, l'analyse elle est un petit peu plus difficile. Alors, je vous montre comment on va s'y prendre. Delta est strictement négatif. Donc le moins delta, lui, comme il y a un moins ici, le moins delta sera, lui, strictement positif. Maintenant regardez, le 4a carré ici, comme il y a un carré, eh bien c'est un nombre positif. Donc moins delta sur 4a carré sera strictement positif. Maintenant, l'expression qui est ici, c'est un carré, donc ce nombre est positif ou nul. Donc x plus b sur 2a au carré sera positif ou nul. Additionnons ces deux expressions pour regarder son signe. Si on additionne un nombre strictement positif et un positif ou nul, la somme sera nécessairement strictement positive. Donc on aura x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré strictement positif. Et là, eh bien, il y a un souci. Notre expression ici, on vient de montrer qu'elle est strictement positive. Donc, elle ne peut pas s'annuler. Ça veut donc dire que cette équation-là n'admettra pas de solution. Donc, pas de solution à l'équation. Et avec cette analyse des hypothèses, eh bien, on a retrouvé à nouveau le résultat du lycée qui dit que si le discriminant est strictement négatif, notre équation n'admet pas de solution. Résumons la méthode que je vous ai proposée. Donc, elle est constituée de 3 étapes. D'abord, une analyse logique qui consiste à déterminer de quel type de preuve il s'agit et à faire une étude pas à pas des calculs et des transformations logiques qu'il y a à l'intérieur de cette preuve. Alors, cette étape, c'est probablement la plus fastidieuse, mais c'est aussi une des plus importantes, parce que s'il vous manque un morceau à l'intérieur de cette preuve, eh bien, vous aurez du mal à faire les approfondissements. Ensuite, deuxième étape, l'analyse stratégique, qui consiste à rechercher les grandes étapes de la preuve et à trouver les cheminements de pensée entre ces étapes. Donc, en quelque sorte, ça revient à chercher l'ossature de la démonstration.
C'est dans cette étape que nous allons mettre de l'humain, en se disant, mais quelles ont été les motivations de la personne qui a rédigé cette démonstration. Et enfin, la troisième étape, c'est l'analyse critique. Alors c'est probablement l'étape la plus difficile. Elle consiste à critiquer la démonstration. Ne pourrait-on pas faire une démonstration plus courte, ou s'y prendre autrement, ou faire un calcul différemment? Et puis une critique des hypothèses, se dire mais à quoi sert cette hypothèse, et qu'est-ce qui se passe si je l'enlève, ou si je la modifie. Alors comment s'y prend-on si on n'y arrive pas ou si on bloque sur certains points? Tout d'abord, gardez bien à l'esprit que ce que je vous propose ici, ça n'est pas une méthode miracle. Ne vous y accrochez pas comme un chat au rideau. Vous pouvez très bien demander conseil à vos enseignants ou à des étudiants qui auraient 1 an ou 2 de plus que vous et qui pourraient vous proposer des méthodes plus appropriées. Maintenant, si on va un petit peu plus dans le détail, la partie que je considère la plus importante dans tout ce travail, c'est l'analyse logique. Alors certes, ce travail-là, ça n'est pas le plus agréable et ça n'est pas celui qui va vous aider à bien comprendre la démonstration. Cependant, c'est cette partie qui va vous permettre de faire le point sur les connaissances que vous êtes censé savoir pour faire la démonstration. Si jamais vous n'y arrivez pas, eh bien, n'hésitez pas à vous poser la question, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un résultat que vous auriez vu auparavant? Donc fouillez dans vos archives. Et puis envisagez aussi la possibilité d'une erreur. Erreur de prise de notes ou erreur de l'enseignant. Et quoi qu'il arrive, demandez aux enseignants qui pourront vous dire très rapidement s'il s'agit d'une erreur ou d'un résultat que vous êtes censé connaître, et éventuellement l'enseignant pourra rajouter quelques lignes pour que ce soit plus clair à comprendre. Concernant l'analyse stratégique d'une démonstration. Alors je vous rappelle l'idée, cela consiste à humaniser la démonstration en se mettant à la place du concepteur de cette démonstration. Alors évidemment, on ne peut pas prendre la place du concepteur, donc le résultat de ce travail sera nécessairement personnel et dépendra de votre niveau et aussi de vos penchants. Est-ce que vous êtes plutôt géomètre, algébriste, etc. Alors, si vous travaillez à partir d'un livre, évidemment ce travail est un petit peu difficile parce que bien souvent dans les livres on ne donne pas la structure de la démonstration. Par contre, si vous avez la chance d'avoir un enseignant devant vous, beaucoup de choses vont passer à l'oral. La stratégie de la démonstration va être explicitée en général, mais elle ne sera pas forcément écrite sur le papier. Donc n'hésitez pas à bien écouter, même si vous ne comprenez pas tout, et à faire des petites annotations à gauche par exemple de votre démonstration pour dire « Ah, à cet endroit, on a essayé de faire ceci ou cela », et ça devrait vous aider un petit peu. Enfin, concernant la dernière phase de travail, qui est l'analyse critique de la démonstration, c'est probablement la partie la plus difficile parce qu'elle s'approche de très près du métier mathématique. Donc si vous avez des difficultés avec ça au début, ou si vous manquez de temps, j'ai envie de dire, laissez tomber cette phase-là. Et puis pensez que dans un cours, à la suite d'un résultat, on vous donnera un certain nombre d'exemples. Et bien souvent, dans les exemples, on vous dira, sans cette hypothèse-là, il n'est plus possible d'appliquer le résultat. Et on vous montre une situation où ça ne marche plus. Et puis vous aurez ici peut-être des fois des remarques vous disant, si on avait procédé comme ceci, on se serait embourbé dans les calculs, etc., etc. Et puis, n'oubliez pas non plus de questionner vos enseignants, qui peut-être pourront vous dire que telle hypothèse est importante, pourquoi, et aussi dans certains cas de figure vous diront, nous ne savons pas, cette hypothèse fait encore l'objet de recherches actives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour organiser votre travail et surtout qu'elle vous aura fait comprendre qu'une démonstration, ça n'est pas un empilement de raisonnements mis les uns derrière les autres, mais qu'il y a un concepteur en arrière-plan qui essaye de faire quelque chose. Et ce concepteur, ça pourrait bien être vous. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.